l'intervention du docteur Forgeois, à moins que vous préfériez que nous laissions les questions après l'intervention du docteur Forgeois. Ok? D'accord. Alors nous invitons donc docteur, merci beaucoup professeur Amalé, et nous invitons donc docteur Paul Forgeois, qui nous vient de l'Institut français, et qui nous parlera de l'intégration de l'applaudisation dans le schéma de la création variétale. Merci, docteur Forgeois. Oui. C'est la biographie de docteur Forgeois. Ok, merci madame. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi de venir en Algérie pour la première fois et de présenter mon laboratoire. Sorry, my English is so bad, so I prefer speaking French. So the slide are in English, and at the end of the presentation, I can try to answer to the question in English. Okay? Okay? Ok, donc je repasse en français. Donc, je me présente Paul Forgeois, je suis donc responsable d'un laboratoire de biotechnologie en France, dans une école agricole. Voilà, alors ma présentation se fait en 4 phases. Présentation de l'école, présentation du secteur de la semence en France, les méthodes de sélection et notamment donc, les productions d'haploïdes doublés par culture in vitro. Donc l'Institut Genet est une école d'agriculture fondée en 1894 qui comprend 3000 étudiants environ, donc 360 personnes, dont des enseignants bien sûr, mais des personnes qui travaillent dans l'exploitation. 75 hectares de culture, horticole et agricole, et 1 hectare de serre. Donc on est situé... Donc c'est une école agricole et horticole. Donc avant tout, on fait de l'enseignement, bien entendu. Alors vous voyez ici des jeunes qui sont dans la partie horticole sur la gauche, dans les serres, et puis sur la droite, des jeunes qui sont en train de préparer le salon de l'agriculture. Donc on a des activités qui ressemblent un peu à ce qui doit se passer ici dans l'université. Voilà, donc des jeunes qui... On a gagné il y a quelques années le concours. Il y a un concours tous les ans au Salon de l'Agriculture pour les jeunes. Et on avait gagné il y a 2-3 ans avec une vache qui est ici présentée. Donc voilà les jeunes ici. Donc on a une serre de collection avec des plantes qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Alors pourquoi je vous ai présenté ça? Donc voilà, l'Institut Genet est situé dans la région tout au nord de la France. C'est une région qu'on appelle la Semence Vallée parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la création variétale par chez nous. Alors pourquoi? Parce que en fait, ça remonte à Napoléon en fait, au début du 19e siècle. Vous savez que Napoléon se battait les Français se battaient avec les Anglais, et les Anglais avaient bloqué toutes les côtes françaises, donc on ne pouvait plus aller se ravitailler en sucre aux Antilles. Et du coup, Napoléon a lancé un concours à celui qui trouverait la première plante, la plante qui pourrait produire le plus de sucre sur le territoire français. Et du coup, on a trouvé la betterave à sucre, et c'est de là qu'est partie la culture de la betterave à sucre. Et dans la région du Nord, il y avait des tout petits agriculteurs qui ont commencé à produire des semences de betterave. Puis ensuite, ils sont devenus semenciers. Ils ont commencé à créer des variétés, notamment des variétés de céréales. Et donc, cette tradition est restée encore, puisqu'il reste quelques sélectionneurs, comme j'ai indiqué ici. L'entreprise Le Maire des Fontaines, l'entreprise Momon, Seracem, qui est maintenant devenue RAGT, Florimond-des-Prés, qui est la plus importante, Carnot et Corbon.
Donc voilà, donc l'école est située au cœur de ces semenciers, c'est pour ça qu'on a développé une activité de production d'haploïdes. Donc on dispose de, je vous ai dit, de plusieurs milliers de mètres carrés de serre et d'un laboratoire où nous accueillons des étudiants de diverses nationalités, comme ici une jeune Marocaine qui travaille encore avec Oudoupa, à l'ICARDA de Rabat. Voilà notre champ de culture. Je reviendrai tout à l'heure sur notre structure. Hein. Voilà Oudoupa qui était venu il y a quelques années nous rendre visite dans le labo. Il y a eu environ maintenant 10 personnes qui travaillent, plus nous accueillons toujours au moins 2-3 étudiants par an. Et voilà ce qui va nous intéresser ici, c'est la production de HD, puisqu'on produit environ 100 000 haploïdes par an d'orge, de blé, de triticale et aussi de colza. Donc un laboratoire quand même assez conséquent, puisque je ne connais pas beaucoup d'autres labos qui produisent autant d'haploïdes. Après, il y a des choses qui sont très secrètes chez les semenciers privés, on ne sait pas exactement combien ils produisent, mais en tout cas, en prestation de service, on est un des plus gros labos. On pratique aussi des programmes de recherche et de développement, notamment en ce moment avec Oudoupa sur l'orge, et pourquoi pas demain avec le CIMIT, on ne sait jamais. Voilà. On est toujours ouvert à plein de choses. Et bien sûr, on fait de l'enseignement. Voilà l'équipe. Et puis ici, il y a un jeune étudiant marocain qui était venu finir sa thèse chez nous il y a quelques années. Bon, voilà. Voilà, je vais parler un peu de la sélection française. Toujours intéressant d'avoir une idée de ce qu'on fait en France sur la sélection. Bon, c'est des diapos, mais j'ai regardé quand même, c'est presque pareil encore. Le nombre de maisons de sélection, là, il y en a environ 88. J'ai regardé tout à l'heure sur Internet, il y a 130 maisons de sélection en France. Donc, il y en a plus que cette année-là. Ça peut être de quelques personnes à des centaines de personnes. Notamment, vous voyez, sur les céréales, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, et bien sûr sur le blé, parce qu'en France, il y a environ 5 millions d'hectares. Voilà. Et toujours important de connaître l'activité du secteur semencier. Pareil, je viens de regarder les chiffres, en 2016, c'était les mêmes chiffres environ, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec environ la moitié à l'export. Donc c'est un secteur qui est très dynamique, et notamment dans les plantes hybrides, bien entendu, parce que c'est là où les gens vont avoir plus de performance, avoir plus de royalties. Juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, en Europe, il n'y a pas qu'en France, quand on veut commercialiser une variété, il faut la déposer à un catalogue. D'ailleurs, c'est la même chose chez nous, le même système. Donc, un organisme qui s'appelle le CTPS, qui pendant 2 ans va observer la variété, et si elle est différente des autres qui sont déjà inscrites et qu'elle apporte un plus, elle va pouvoir être inscrite au catalogue officiel et donc être commercialisée. Voilà. Donc, et bien sûr, les semences sont ensuite vendues, certifiées par un organisme qui s'appelle le SOC. Et chez nous, ce sont des étiquettes bleues pour les semences de type R1. Voilà. Très important, il y a quelques années, il a été mis en place un système de contribution volontaire obligatoire. Alors j'en parle maintenant parce que vous allez voir pourquoi. Très important pour les gens qui font de la recherche publique et privée. Donc, un des problèmes majeurs dans les semences haut de gamme, c'est que bien sûr les agriculteurs, une fois qu'ils ont pris la variété, ils la multiplient chez eux. C'est toléré et c'est accepté. Mais pour les obtenteurs, c'est un problème parce qu'il leur faut un retour sur investissement. Donc il y a eu un accord interprofessionnel qui a été mis au point chez nous qui s'appelle la CVO. Mais ça se généralise un peu partout en Europe. Et donc à chaque fois qu'un agriculteur conduit sa production à la coopérative, on lui prélève 0,7 € par tonne. Et cet argent-là, il va servir à rémunérer les obtenteurs pour 85%. Comme c'est marqué là, mais aussi 15% pour des projets de recherche qui vont allier le privé et le public.
Donc, mine de rien, pour vous donner un ordre d'idée, si on fait 40 millions de tonnes, il y a 2 ans, la France a produit 40 millions de tonnes, fois 0,7 euros, ben voilà, ça fait quand même 28 millions d'euros. Ça fait quand même des sommes qui peuvent être utilisées pour des recherches. Donc l'Institut de Genève, je ne l'ai pas marqué ici par exemple, est impliqué dans un projet de recherche financé par le FSOV donc l'idée c'est d'aller dans les banques de gènes rechercher des plantes résistantes à la jaunisse nanisante, parce que aujourd'hui la jaunisse nanisante est un gros problème en Europe, et c'est transmis par un virus. Et on connaît dans les banques de gènes des variétés ou des espèces proches du blé qui portent ces gènes de résistance. Et donc l'idée, c'est de faire des croisements, de les introduire, et avec des marqueurs moléculaires, de pouvoir les introduire plus rapidement dans les plantes. Donc voilà un projet qui a été financé qui est financé par le FSOE. Alors, les méthodes de sélection. Bon, alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain et qui font de la sélection, j'en connais au moins ici, mais un petit rappel, pour faire de la création variétale, souvent on choisit au moins 2 par an, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais au moins 2 par an, on va les croiser, et puis ensuite on va les mettre au champ, et on va commencer la sélection. D'accord? Donc je vous ai illustré ça, la castration chez les autogames est obligatoirement fait de façon manuelle. Et on obtient ici sur l'image de droite les premières nouaisons qui sont des graines F1. D'accord? Donc voilà l'illustration dans les champs. Toutes les F1 sont identiques. Pour l'instant, on ne peut pas encore sélectionner puisque tout est pareil. Et puis après, on va faire des choix. Bon, ça, c'est la sélection classique qu'on appelle la sélection généalogique, inventée en 1850 par Villemorin. Et donc, on va faire des choix, on va faire des épilignes si c'est du blé. Et puis, on va fixer les caractères. Et au fur et à mesure de l'avancée des générations, eh ben, on va aller vers des lignées pures. D'accord? Voilà de la diversité génétique sur les F2, voilà, on arrive à partir de la F5, on considère que les lignées sont suffisamment fixées pour pouvoir les mettre en essai, un lieu ou plusieurs lieux. Voilà. Donc j'avance. Il y aura peut-être des questions après. On considère qu'il faut environ une dizaine d'années pour créer une variété. 7 à 8 ans en tout cas pour la déposer, plus 2 ans d'essai CTPS. Donc au minimum, on arrive à 10 ans pour avoir une variété sur le marché, ce qui est extrêmement long. Et donc, voilà la sélection généalogique telle qu'inventée par Villemorin. Voilà, c'est très classique, ça. Et donc l'idée de l'applaudiplo, comme on verra après, c'est d'aller beaucoup plus vite que 10 ans. Il existe d'autres méthodes qui permettent d'aller aussi plus vite. La bulk et la SSD. D'ailleurs, plein de gens travaillent aussi notamment sur la SSD parce que ça permet de faire plusieurs générations, notamment en serre. Ou si on veut, par des contre-saisons, on peut réussir à faire plusieurs générations, au moins 2, en tout cas par an. Après, aussi, ils ont le système du shuttle breeding qu'on a pu découvrir et qui permet au moins de faire 2 générations par an. Mais chez nous, on travaille beaucoup en type blé d'hiver, donc la vernalisation, ça prend déjà 2 mois. Et donc, souvent, l'accélération de la sélection se fait par des systèmes d'utilisation de serre, comme ici. D'accord ? Dans la méthode bulk, ce sont des méthodes qui permettent d'assurer des pressions de sélection, et notamment très intéressant pour trouver des lignées résistantes aux maladies, comme ici pour la fusariose, très intéressant. En France, on est très embêté par la fusariose. Voilà un dégât de fusariose, une maladie les plus problématiques en France, avec assez peu de gènes de résistance et donc assez compliqué à gérer. Donc voilà, on arrive à la méthode HD que je vais vous présenter ici. La méthode HD permet de gagner un minimum 3 à 4 ans sur le dépôt de la variété, donc sur son inscription. C'est d'autant plus vrai sur le colza parce qu'on a un taux de multiplication qui est encore plus important que sur le blé. Donc
on peut réduire, ou sur une orge de printemps par exemple, ou sur un blé de printemps. Et donc c'est très intéressant de pouvoir utiliser ça parce que on peut présenter, si on arrive 1 an ou 2 avant la société, enfin, le sélectionneur arrive à déposer 1 an ou 2 avant son concurrent, et ben il peut inscrire la variété alors qu'il n'y arrivera pas forcément s'il utilise des méthodes traditionnelles. Donc là, voilà, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien ce système. On travaille sur les cellules haploïdes, haplodiplo. Hein. Donc l'idée, c'est de partir de cellules haploïdes et on les met en culture in vitro. Et grâce à la totipotence cellulaire, on va pouvoir régénérer des embryons, puis ensuite des plantes qui seront haploïdes. Alors pour certaines, comme l'orge, on a la chance parce que dès les premières générations de division cellulaire, on a un doublement spontané des chromosomes. Pas besoin d'utiliser la colchicine. Pour d'autres espèces, comme le blé, il faut utiliser un produit qui va bloquer le fuseau mitotique à un moment et qui va permettre à la plante de revenir à un état diploïde. État diploïde homozygote pur. Les 2 méthodes les plus utilisées sont l'androgénèse pour la partie mâle, la génogénèse pour la partie femelle. D'accord? Donc je vous ai remis ça. Hein. Un haplodiplo, c'est quoi? Ben, on part d'une plante normalement 100% hétérozygote, qui est la F1, et puis on met en culture des gamètes qui ont subi une méiose, et donc il y a eu des recombinaisons génétiques entre les chromosomes, et on va mettre en culture ces cellules, doubler le stock de chromosomes de façon conforme, et donc on a une lignée pure. Théoriquement, c'est très facile. Là, ça illustre, hein, c'est une illustration du GNIS qui permet de montrer comment on fait, hein, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. D'accord ? Voilà. Alors, la technique la plus utilisée, bien sûr, la technique utilise les anthères et donc les microspores. Bah oui, forcément, dans une anthère, il y a 3000 microspores. Donc, si vous mettez une anthère en culture, vous avez beaucoup de chances d'avoir un haploïde. Quand vous mettez un ovule en culture, bah, vous n'avez qu'une chance d'avoir un seul haploïde. Donc, l'idée, c'est de travailler plutôt sur les cultures d'anthères que sur les cultures d'ovaires. Et donc, l'idée, c'est que la microspore de céréales ou de colza, peu importe, hein, elle est à un stade, un noyau au départ, et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure de sa maturité, elle va passer à 2 noyaux, puis 3 noyaux. Donc il faut la mettre en culture in vitro quand elle est très jeune, quand elle est à un seul noyau. Sinon, on n'arrive plus à dériver son programme génétique vers la formation d'un embryon. Parce que normalement, une microspore, c'est fait pour faire un grain de pollen et non pour faire un embryon. Voilà. Donc là, un sélectionneur qui explique comment on fait. Hein, la F1, on démarre toujours d'une F1, rarement d'une F2. Alors je vous ai mis des schémas ici. Par exemple, au printemps 2019, on fait le croisement au champ. Ici, c'est pour une céréale d'hiver, hein, blé ou orge. Donc, on obtient les graines F1 à l'été. L'été, on la donne au laboratoire. Et le printemps suivant, les HD sont produits. Donc, il a fallu moins d'1 an pour faire les haploïdes doublés, les plantules. Elles vont être repiquées au champ. Elles vont donner des HD et sur lesquels on va récupérer des graines. Si on arrive à récupérer suffisamment de graines, on peut déjà les mettre en essai l'année suivante. Donc vous voyez, ça peut correspondre à 5 générations. F5. Donc voilà, là, donc c'est la même ça. J'ai illustré hein, ici sur les images les jeunes plantes qui sont issues d'in vitro, le repiquage au champ, et puis les plantes qui donnent des graines déjà dès la première année. Donc voilà ici des illustrations des jeunes plantes qui vont partir au champ. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est de repiquer ces plantes à ce stade-là dans les champs. Ça évite les productions en serre et ça réduit le coût des productions. D'accord ? Voilà, dès la première année, une plante haploïde, voilà ce qu'elle peut donner comme grain. Ici, c'est une orgivère. Ça, c'est un haploïde. Hein. Le bouquet que vous voyez là sur la droite, qui contient au moins 10-15 épis, là, bien remplis. C'est une plante qui a été repiquée en octobre. Et là, on est en juin de l'année suivante. Et vous voyez que ça, vous pouvez le repiquer. Vous pouvez semer largement un essai multilocal si vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein.
Alors, quand on est en fonction du cycle de la plante, parfois on est obligé de produire en serre, mais il vaut mieux éviter parce qu'en serre, ça produit moins de grains la première année. Et donc, le mieux, c'est de repiquer au champ les plantules. Et ensuite, on pourra screener les plantes de façon plus aisée, puisque les plantes sont fixées de façon définitive. Alors, je vous ai mis quelques exemples en Europe. Hein. La première orge de printemps cultivée en Europe s'appelle Planète, elle est de la société RHT, c'est un HD, et elle est sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Trois noms de variétés qui sont issues de HD, qui ne sont pas issues forcément du laboratoire de Gelée, hein, mais là, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, un Fructidor, Cellule et Chevignon. Chevignon étant la première variété de blé tendre cultivé en France aujourd'hui, et même en Europe, et ben ce sont des blés tendres issus de haplodiploïdisation. Au Maroc, j'ai rappelé celle de mon ami El Adouri, qui n'est pas là, mais qui fait beaucoup d'haploïdes doublés et qui a inscrit Caroba récemment, qui est un HD. Voilà. Alors à l'Institut de Genève, on utilise donc, voilà. Sur le colza, on utilise la technique de microspores isolés. On broie les anthères à un stade donné, on met en culture les cellules, qui sont donc les microspores, et au bout de quelques semaines, 2 à 3 semaines, vous voyez, on a déjà des jeunes embryons bien formés qu'il faudra repiquer sur un milieu de régénération, et ça va donner des plantules. Ah, tiens, c'est marrant. Alors, voilà. Donc ici, les jeunes plantules, vous voyez, qui sont régénérées dans les boîtes de pétri. Ensuite, il va falloir les transférer dans la serre, les acclimater, ce qu'on appelle l'acclimatation. Là, il va falloir les doubler parce que le doublement n'est pas spontané. Puis après, ça va partir au champ. Sur le blé, on utilise la technique de croisement interspécifique. On croise du blé avec du pollen de maïs et il y a fécondation et rejet des chromosomes de maïs de façon très rapide. Donc on se retrouve avec des embryons haploïdes. Donc vous voyez ici, on est en train d'enlever les anthères de blé. Ah là là, il y a un problème sur mon PowerPoint. C'est marrant parce que je ne l'ai pas vu. Bon, bref. Ah voilà. Pollinisation. Pollinisation, là vous voyez, on ouvre la fleur et on apporte du pollen de maïs frais. Ah, d'accord, pas grave. Voilà, sauvetage d'embryons immatures. Donc là, au bout de 14 jours, comme l'albumène ne s'est pas formé, il va falloir aller chercher l'embryon et le mettre en culture in vitro. Ah, j'ai voulu rajouter des choses et ça ne s'est pas vu sur le... Voilà les jeunes embryons qui donnent des plantules haploïdes, qui ensuite vont être acclimatés. J'ai dû faire à chaque fois la même chose. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ici, vous voyez des épis qui ont été pollinisés, donc on est obligé de les repérer par des petits autocollants de couleur pour repérer chaque jour. Hein, au bout de 14 jours, on est obligé de prendre des épis pour faire du sauvetage en serre. Voilà, encore. Bon, il y a eu des mélanges. Là, le sauvetage des embryons. Bon. Là, les acclimatations. Voilà l'équipe qui est en train de faire les pollinisations. Dupa qui était venu nous visiter à cette période. Voilà les plantes après acclimatation. Ça peut partir directement, repiquer directement au champ. Pour l'orge, on fait de la culture dentaire. Donc on met en culture des anthères au stade microspore uninucléé. On obtient des embryons. Ah oui, pareil. Alors donc dommage. Vous voyez, les anthères, elles sont l'épi, quand il est prélevé, il est vraiment à un stade très jeune et on peut prélever facilement les anthères. Voilà, au bout de... Il faut environ 1 mois pour avoir des embryons, puis ensuite encore 1 mois pour avoir des jeunes plantules comme ça, qu'on repique ensuite dans des milieux de régénération. Ah, voilà le stade. Bon, c'est un peu mélangé, je suis désolé, mais... Voilà la culture dentaire. Alors, ça demande des petits doigts de fée pour faire ce genre de travail. Et en général, les filles sont plus douées pour faire ce genre de travail que les garçons. Voilà, les 3 anthères dans chaque... Voilà, ici, une très belle boîte qui régénère beaucoup d'embryons et beaucoup de plantules. Ah ben voilà. Voilà. Alors,
chose importante. Alors, les avantages de ça, bon, vous avez compris, ben, c'est qu'on gagne beaucoup de temps, hein, entre 2 et 3 ans. On obtient des plantes qui sont totalement homozygotes. Très important aussi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de Dijon, enfin, il n'y a pas de... On ne peut pas perdre des gènes une fois que la plante est fixée. Vous ne pouvez pas perdre de la génétique, alors que quand vous faites de la sélection sur des F2, F3, parfois vous pouvez perdre des caractères qui vous intéressent, et ça c'est quand même parfois embêtant. Et bien sûr, de plus en plus, on utilise des marqueurs moléculaires, hein, pour des gènes, en tout cas pour des gènes, comme on dit, majeurs. Hein. Donc les plantes haploïdes ne sont même pas obligées d'aller au champ, on peut les sélectionner avant de les envoyer au champ. Celles qui ne sont pas porteurs du gène de résistance, hein, à la mosaïque par exemple, ben, elles vont directement à la poubelle. C'est plus facile de screener des plantes totalement homozygotes que de screener des plantes en disjonction, c'est clair. Donc voilà, Jamal est un sélectionneur français. Voilà. Et alors parfois le screening, j'ai rajouté ça à la dernière minute pour Karim. Voilà, ce sont tous des sélectionneurs qui étaient allés au CIMIT il y a quelques années, voir le travail de Karim sur le triticale. Donc j'ai voulu lui rendre hommage. Voilà. Alors, un des problèmes majeurs, c'est quand même le coût, bien entendu. Hein. Un haploïde, ça coûte quand même de l'argent. Donc, c'est quand même... voilà, il faut qu'il y ait des retombées économiques derrière, ou sinon c'est compliqué. Parfois, les génotypes sont récalcitrants. Il existe pour certaines espèces, même par exemple chez le blé, il y a parfois des récalcitrances importantes. Mais avec le croisement interspécifique, on arrive à pallier à ce problème. Et alors là, c'est la question, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient ? C'est sûr qu'on ne travaille que sur une recombinaison. Si on travaille sur des F1, il n'y a eu qu'une seule recombinaison. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien ? Il y a des gens qui disent oui, c'est bien, ça évite de détruire tous les groupes de linkage qu'on a fait, toutes les associations qu'on a fait. On ne casse pas trop le génome. D'autres disent, eh ben non, on ne recombine pas assez, c'est pas bien. Ceci dit, la preuve est qu'aujourd'hui, les principales variétés qui sont inscrites en Europe sont quand même des haploïdes doublés. Donc je pense que la preuve est faite que ça marche. Et un des problèmes majeurs aussi, la colchicine, qui paraît simple comme ça sur le papier, mais c'est parfois très difficile de doubler les plantes. Bon, chez nous, là, nos objectifs, c'est simple, hein, c'est réduire les coûts de production, hein, pour être toujours compétitif, et soigner les plantes en serre, soigner la qualité des plantes en serre. On est toujours en train d'essayer d'améliorer les milieux d'induction, hein, et de régénération, ça c'est sûr. Réduire le coût, d'accord ? Donc la qualité de la plante est très importante. La qualité des HD va dépendre de la qualité des plantes mères. Voilà une jeune plante qui peut partir au champ parce qu'elle est bien racinée. Et voilà ce que ça donne, sortie de l'hiver, pour ça c'est un blé. Sortie d'hiver, voilà les plantes repiquées. C'est le système qui permet de réduire au maximum le coût des aplos. Alors vous voyez ici à gauche, une plante qui est bien fertile, et à droite, une plante qui l'est moins. Ça, c'est le problème qu'on rencontre parfois avec la colchicine. Voilà. J'ai marqué juste ça pour finir. Hein. On est toujours prêt à accueillir des jeunes pour les former, parce qu'on est passionné par notre travail et on est toujours content que des jeunes s'intéressent à notre travail. Et on est toujours prêt à leur transmettre un savoir-faire. Et puis, bien sûr, prêt à collaborer avec des partenaires publics et privés pour des programmes de recherche. Voilà. Voilà. La conclusion, c'est il faut penser DH, ça peut vous aider pour plein de choses. Merci.